Mon père exige ma maison de 5 chambres pour ma sœur, mais je lui ai dit qu'il ne devrait pas trop s'inquiéter pour sa petite préférée, car elle n'est même pas la sienne. Je m'appelle Christy, j'ai 35 ans, et j'ai passé 7 ans à construire ma société de promotion immobilière à Boston. La maison victorienne de 5 chambres que j'ai rénovée moi-même était censée être le couronnement de mes efforts. Au lieu de cela, elle est devenue le centre d'une guerre familiale lorsque mon père a exigé que je la cède à ma sœur enceinte, Rachel, et à son mari accro au jeu. Mon père l'a toujours traitée comme son enfant chéri, tandis que je me battais pour la moindre parcelle d'approbation. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les résultats du test ADN que j'ai découvert allaient changer à jamais tout ce qui concerne notre famille. Avant de vous raconter cette histoire folle, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si les drames familiaux retiennent votre attention. Grandir dans un quartier de classe moyenne à Lexington, Massachusetts, n'était pas terrible en surface. Nous avions une maison décente, des repas réguliers, et aucun problème apparent que les voisins pouvaient voir. Mais à l'intérieur de ces murs, la dynamique émotionnelle était discrètement dévastatrice. Mon père, Marcus, a toujours été émotionnellement distant avec moi, tout en comblant ma sœur Rachel d'affection, d'éloges et d'avantages matériels. Dès mes plus lointains souvenirs, la disparité était claire, mais jamais reconnue. Je me souviens de mon 10e anniversaire où j'ai reçu un simple vélo, alors que Rachel, pour son 10e anniversaire à peine 8 mois plus tôt, avait eu une fête somptueuse dans un parc d'attractions, en plus d'un vélo coûteux avec tous les accessoires. Quand j'ai demandé à mon père pourquoi cette différence, il a simplement dit « Ne sois pas ingrate, Christy. Les filles n'ont pas besoin de tout ce tralala. » C'était le schéma tout au long de notre enfance. Ma mère, Evelyn, reconnaissait le favoritisme, mais ses tentatives pour l'équilibrer étaient au mieux timides. Elle me glissait occasionnellement un dessert supplémentaire ou passait du temps seul avec moi quand papa emmenait Rachel pour leur sortie spéciale. Ton père s'entend simplement mieux avec Rachel, expliquait-elle, une ombre traversant son visage que je ne pouvais pas interpréter enfant. Mais je t'aime tout autant. Ces mots étaient censés réconforter, mais ils ne faisaient que confirmer ce que je savais déjà. Quelque chose en moi n'était pas suffisant pour mon père. Le lycée a rendu les différences encore plus flagrantes. Quand j'ai fait le tableau d'honneur 3 semestres d'affilée, ma réussite a à peine mérité un signe de tête au dîner. Quand Rachel a obtenu un seul A au milieu de ses B et C habituels, papa a emmené la famille célébrer dans le meilleur restaurant de la ville. Les années universitaires ont rendu la division impossible à ignorer. L'éducation de Rachel était entièrement financée, frais de scolarité, appartement, argent de poche. Tandis qu'on me disait que je devais apprendre la responsabilité en travaillant pour payer mes études, et c'est ce que j'ai fait. J'ai jonglé avec 3 emplois simultanément. Des services du matin dans un café, du travail le soir à la bibliothèque du campus, et des heures le week-end dans une entreprise de construction. Le travail dans la construction, que j'avais initialement pris juste pour le salaire horaire plus élevé, est devenu inopinément significatif. J'ai découvert que j'avais un don pour comprendre les bâtiments, les matériaux et les espaces. Le contremaître, Dave, a remarqué mon intérêt et a commencé à m'enseigner des aspects du métier au-delà du simple fait de planter des clous. Gamine, tu as l'œil pour ce travail, m'a-t-il dit pendant ma 3e année. Tu vois comment les choses s'assemblent. Ce n'est pas quelque chose que je peux enseigner. Malgré l'épuisement de travailler 35 heures par semaine tout en suivant un cursus complet, j'ai obtenu un diplôme en administration des affaires sans aucune aide de mon père. Rachel, pendant ce temps, avait changé de spécialité 3 fois avant de se décider pour la communication, prolongeant son séjour à l'université à 5 années entièrement financées. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé au bas de l'échelle chez Wilson Construction, l'entreprise où j'avais travaillé pendant mes études. Le salaire était modeste, mais je vivais frugalement, partageant un appartement avec 2 autres gars et économisant chaque centime que je pouvais. Rachel, en revanche, a reçu un acompte pour son premier appartement en copropriété comme cadeau de fin d'études, ainsi qu'une nouvelle voiture. Pendant 5 ans, j'ai absorbé tout ce que je pouvais sur les matériaux de construction, la gestion de projets et, surtout, la promotion immobilière. Je me suis porté volontaire pour tous les projets difficiles, j'ai travaillé les week-ends et j'ai passé mes soirées à étudier les tendances du marché et la valeur des biens immobiliers. Mon patron, Jeffrey Wilson, est devenu le mentor que mon père n'a jamais été. Christy, m'a-t-il dit un soir alors que nous examinions les plans d'un petit immeuble de bureau. Tu vois plus grand que cette entreprise. Tu devrais envisager de te lancer à ton compte dans quelques années. Il avait raison. À 28 ans,
j'avais économisé suffisamment pour faire un modeste investissement dans une petite propriété délabrée. J'ai passé mes week-ends et mes soirées à la rénover moi-même, apprenant la plomberie et l'électricité grâce à des vidéos YouTube et aux conseils d'artisans avec qui je m'étais lié d'amitié au fil des ans. 6 mois plus tard, j'ai vendu la propriété avec un bénéfice de 40% et j'ai utilisé cet argent pour mon projet suivant. Pendant que je construisais mon entreprise brique par brique, la vie de Rachel suivait un schéma différent. Son premier emploi dans une agence de marketing a duré moins d'1 an avant qu'elle ne démissionne, affirmant que son patron n'appréciait pas sa créativité. Papa a payé son loyer pendant les 3 mois qu'elle a passé à se trouver, avant le prochain emploi, qui n'a duré que 8 mois. Puis a suivi une série de postes similaires, aucun ne durant plus d'1 an, avec papa fournissant toujours un filet de sécurité financier. Les choix relationnels de Rachel suivaient un schéma similaire de mauvaises décisions sauvées par l'intervention parentale. D'abord, il y a eu Trevor, un musicien qui lui a emprunté $3000 pour du matériel et a disparu. Puis Andrew, qui a emménagé dans son appartement et n'a rien contribué pendant 6 mois. Chaque fois, papa intervenait avec de l'argent et du soutien, ne suggérant jamais qu'elle pourrait avoir besoin de faire de meilleurs choix. Gregory, son mari actuel, semblait différent au début. Il avait un emploi stable dans la vente et une personnalité charmante. Mais moins d'1 an après le début de leur relation, les signes sont apparus, de petites dettes de jeu pour lesquelles il avait besoin d'aide, des loyers impayés, de l'argent emprunté qui n'a jamais été remboursé. Malgré ces signaux d'alarme, Rachel l'a épousé l'année dernière, papa payant pour un mariage extravagant. Au cours de ces années, mon entreprise, Christie Brothers Développement, ironiquement nommée puisque je n'ai pas de frère, a connu une croissance régulière. J'ai développé une réputation pour des rénovations de qualité de propriétés historiques, préservant leur caractère tout en les modernisant pour la vie contemporaine. Chaque projet réussit à renforcer ma réputation et élargit mes opportunités. Il y a 3 ans, j'ai trouvé la propriété qui deviendrait ma propre maison, une victorienne négligée dans un quartier en transition. La maison avait une structure magnifique, de hauts plafonds, des boiseries complexes et de grandes fenêtres. Mais des années de négligence l'avaient laissée dans un besoin désespéré de réhabilitation. J'ai passé 18 mois à la rénover, faisant une grande partie du travail moi-même le soir après avoir géré mes autres projets. J'ai restauré les planchers de bois franc d'origine, reconstruit l'escalier orné et créé une cuisine moderne qui respectait le caractère historique de la maison. La maison de 5 chambres et 3 salles de bain est devenue plus qu'un simple lieu de vie. Elle représentait tout ce que j'avais accompli, malgré le manque de soutien de ma famille. Chaque lame de parquet grinçante que j'ai réparée, chaque mur que j'ai peint, chaque carreau que j'ai posé était un témoignage de ma détermination à réussir par mes propres moyens. La maison est devenue mon sanctuaire et ma plus grande fierté, une manifestation physique de ma victoire sur l'indifférence de mon père. L'invitation est venue de ma mère un mardi soir alors que j'examinais des contrats pour un nouveau projet de développement. Christy, chérie, je pense qu'il est temps que nous ayons un dîner de famille dans ta nouvelle maison. Ça fait 3 mois que tu as emménagé, et nous ne l'avons toujours pas vu correctement. Malgré ma relation compliquée avec ma famille, j'ai ressenti une lueur d'excitation. Enfin, une chance de montrer à mon père ce que j'avais accompli. Peut-être que ce serait le moment où il reconnaîtrait mon succès. J'ai passé les 3 jours suivants à me préparer, engageant un service de nettoyage professionnel pour rendre la maison impeccable, planifiant un repas élaboré avec les plats préférés de mon père, et achetant même une bouteille du scotch cher qu'il préférait. Dimanche est arrivé et j'ai ressenti une énergie nerveuse en apportant les dernières touches à ma maison. J'avais préparé un dîner décontracté mais impressionnant, côte de bœuf, le plat préféré de mon père, des légumes rôtis du marché fermier et des petits pains faits maison, avec le gâteau au chocolat préféré de ma mère pour le dessert. Tout devait être parfait. Ils sont arrivés à 18h. Mon père avait l'air vaguement désintéressé, ma mère nerveusement excitée, et Rachel avec Gregory en remorque, tous deux examinant la maison d'un œil critique dès qu'ils ont franchi la porte d'entrée. « Eh bien, c'est certainement grand », a commenté mon père sans une once d'admiration alors que je les conduisais à travers l'entrée avec son parquet restauré et son vitrail d'origine. Christy a fait tout le travail de restauration elle-même, a ajouté ma mère en touchant la rampe en noyer poli. « C'est magnifique, ma chérie. » La visite de la maison s'est poursuivie avec une dynamique similaire, ma mère offrant des compliments sincères, mon père faisant des bruits non engagés, et Rachel et Gregory échangeant des chuchotements que je ne pouvais pas tout à fait saisir. Quand nous avons atteint la suite parentale avec ses grandes baies vitrées donnant sur le jardin, Rachel a finalement parlé directement. « Cette chambre est presque aussi grande que tout notre appartement », a-t-elle dit, une note de ressentiment dans sa voix.
Tu as bien réussi, a ajouté Grégory avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ça doit être agréable d'avoir tout cet espace juste pour une personne. Le dîner a commencé de manière assez agréable. La nourriture a été bien accueillie, et ma mère s'est efforcée de maintenir la conversation en posant des questions sur mes récents projets et le quartier. Pendant un bref instant, j'ai ressenti la lueur chaleureuse du lien familial que j'avais toujours désiré. Puis, mon père s'est raclé la gorge pendant un silence dans la conversation. La maison est impressionnante, Christy. Plus que ce à quoi je m'attendais, pour être honnête. C'était la chose la plus proche d'un compliment qu'il m'ait jamais faite sur mon travail. Et pendant un instant, mon cœur s'est soulevé. Merci, papa. Ça signifie beaucoup venant de toi. Ces mots suivants ont brisé le moment. Bien que cela semble excessif pour une femme seule. Toutes ces chambres vides qui ne servent à rien. Avant que je puisse répondre, Rachel a pris la main de Grégory et a affiché un large sourire. Eh bien, en parlant de nouvelles familiales, nous avons une annonce à faire. Elle a fait une pause dramatique. Nous sommes enceintes. Le bébé est attendu en février. La table a éclaté d'excitation. Ma mère a sauté pour serrer Rachel dans ses bras, mon père rayonnant de fierté en serrant la main de Grégory. J'ai offert mes félicitations, sincèrement, malgré la piqûre familière de voir avec quelle facilité Rachel commandait l'approbation de notre père. C'est un timing merveilleux, a dit mon père une fois l'excitation initiale retombée. Rachel et Grégory cherchaient un logement plus grand, surtout maintenant avec l'arrivée du bébé. J'ai hoché poliment la tête. Le marché dans leur quartier a de belles options de 3 chambres qui se libèrent. Je serais heureuse de les aider à chercher. En fait, a interrompu mon père, son ton passant à la voix autoritaire qu'il utilisait pour prendre des décisions commerciales. Je pensais à une solution plus pratique. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère est soudainement devenue très intéressée par la réorganisation de ses couverts. Christy, tu as cette énorme maison avec 4 chambres vides. Rachel et Grégory ont besoin de plus d'espace pour leur famille qui s'agrandit. Il est tout à fait logique que tu leur laisses cette maison. Je l'ai regardée, certaine d'avoir mal entendu. Leur laisser ma maison? Comme dans la leur vendre? Mon père a agité la main avec dédain. Il ne pourrait pas se permettre de l'acheter maintenant, bien sûr, mais tu pourrais retourner dans un appartement. Tu n'es qu'une seule personne après tout, et les laisser prendre le relais ici. Tu pourras toujours trouver une autre maison plus tard, quand tu auras ta propre famille. La manière désinvolte avec laquelle il a suggéré que j'abandonne ma maison, la manifestation physique d'années de travail acharné et de sacrifice, m'a laissé sans voix. Rachel, cependant, hochait la tête avec enthousiasme. Ce serait parfait pour nous, a-t-elle ajouté. La chambre d'enfant pourrait aller dans la chambre à côté de la suite parentale, et nous pourrions utiliser le 3e étage comme salle de jeu une fois que le bébé sera plus grand. Ils étaient déjà en train de déménager mentalement et de réorganiser le travail de ma vie pour répondre à leurs besoins. Ce n'est pas juste une maison, ai-je finalement réussi à dire, luttant pour garder ma voix égale. C'est mon chez-moi. J'ai passé 18 mois à la rénover moi-même. Chaque pièce représente des centaines d'heures de mon travail personnel. C'est juste des affaires, Christy, a répondu mon père avec une pointe d'impatience. Tu es dans la promotion immobilière. Tu achètes et vends des propriétés tout le temps. Ma maison personnelle n'est pas juste une affaire, ai-je rétorqué, sentant la chaleur monter à mon visage. Est-ce que tu abandonnerais ta maison si je te le demandais? L'expression de mon père s'est durcie. C'est complètement différent. Ta mère et moi avons construit une vie dans notre maison. Tu es une femme seule sans attache. Cette maison est gâchée avec toi. Ces mots, gâchés avec toi, m'ont profondément blessé, résumant une vie entière à être jugée moins digne que ma sœur. À ce moment-là, j'ai vu clairement que rien de ce que j'accomplirais ne suffirait jamais à gagner le respect de mon père. Je suis désolé, ai-je dit fermement, mais cette maison n'est pas disponible. Je serais heureuse d'aider Rachel et Grégory à trouver quelque chose de convenable dans leur budget, peut-être les aider avec les rénovations. Il ne s'agit pas d'argent, a interrompu mon père, sa voix s'élevant. Il s'agit de famille. Ta sœur attend un bébé. Ta nièce ou ton neveu aura besoin d'une vraie maison. Si tu te souciais un tant soit peu de la famille, tu voudrais aider. Et voilà, la manipulation émotionnelle familière, utilisant les liens familiaux comme une arme pour me faire sentir égoïste de maintenir des limites. J'avais subi cette tactique toute ma vie, mais cette fois,
les enjeux étaient trop élevés pour céder. Je me soucie de la famille, ai-je répondu, luttant pour garder mon sang-froid, mais abandonner ma maison n'est pas une demande raisonnable. Il y a de nombreuses façons de soutenir Rachel et Grégory qui n'impliquent pas de sacrifier tout ce pour quoi j'ai travaillé. Le reste du dîner s'est rapidement détérioré. Mon père est devenu de plus en plus en colère. Ma mère a fait de faibles tentatives pour apaiser les tensions, et Rachel a alterné entre les larmes et les commentaires pointus sur la façon dont elle utiliserait mieux l'espace. Au moment de leur départ, le dîner de famille joyeux que j'avais espéré avait dégénéré en accusations amères et en portes claquées. Seul dans ma cuisine, entouré de nourriture à moitié mangée et de vaisselle sale, j'ai ressenti la douleur familière du rejet, associée à quelque chose de nouveau, une colère bouillonnante face à l'audace de leurs demandes, et une ferme résolution de ne pas céder. Cette maison était la mienne, gagnée par des années de lutte dont ils n'avaient été ni témoins ni reconnaissants, et je ne l'abandonnerais pas même pour la sœur qui avait toujours été jugée plus méritante de tout. Le lendemain matin du dîner désastreux, je me suis réveillé avec 3 appels manqués de ma mère et un texto qui disait « Ton père est très contrarié. S'il te plaît, reconsidère ce dont nous avons discuté. » Aucune mention de ce que je pouvais ressentir après que le travail de ma vie ait été qualifié de gâchis pour moi. Cet après-midi-là, mon père a appelé directement. « Je suis déçu de ton égoïsme », a-t-il dit sans préambule. Rachel a pleuré toute la nuit. « Papa, je comprends que tu veuilles aider Rachel, mais me demander d'abandonner ma maison n'est pas raisonnable, ai-je répondu, en essayant de garder ma voix stable. « La famille est de la famille », a-t-il rétorqué. « Ta mère et moi avons tout sacrifié pour vous, les enfants, en grandissant. » La mémoire sélective était stupéfiante. Je voulais lui rappeler toutes les fois où il n'avait pas sacrifié pour moi, les frais de scolarité qu'il a refusé d'aider à payer, la caution du premier appartement qu'il n'a pas voulu co-signer, les innombrables moments de soutien émotionnel refusés. Au lieu de cela, j'ai simplement dit, « Je suis désolé que tu le prennes comme ça. Je dois retourner au travail. » Cette conversation a donné le ton pour les semaines suivantes. Chaque membre de la famille est devenu un ambassadeur importun de l'opération « Prenez la maison de Christie ». Ma mère appelait tous les jours avec des supplications larmoyantes sur la grossesse difficile de Rachel et à quel point ce serait plus facile dans une maison plus grande. Ma tante Suzanne, la sœur de mon père, a envoyé un long email expliquant comment partager mes bénédictions m'apporterait une plus grande joie que les possessions matérielles. Même mon cousin Derek, avec qui j'avais été proche enfant, m'a envoyé un message sur Facebook. « Mec, c'est juste une maison. La famille passe avant tout. » Aucun d'eux ne semblait comprendre que pour moi, ce n'était pas « juste une maison ». C'était la preuve tangible que malgré le rejet de mon père toute ma vie, j'avais créé quelque chose de précieux et de beau par mes propres efforts. Y renoncer signifierait abandonner non seulement une propriété, mais aussi le sentiment d'estime de soi que j'avais si durement combattu pour construire. La campagne de pression s'est étendue au-delà des communications directes. Un soir, en faisant défiler Facebook, j'ai découvert que ma sœur avait posté une image d'échographie avec la légende « Bébé Wilson a besoin d'une maison avec de la place pour grandir », priant pour des miracles et des cœurs généreux. La section des commentaires était remplie de membres de la famille offrant leur soutien et de références à peine voilées à certaines personnes qui pourraient aider mais choisissaient de ne pas le faire. J'ai fermé l'application, l'estomac noué à l'idée d'être publiquement dépeinte comme la méchante dans le drame de ma famille. Juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas devenir plus intenses, Rachel est passée à l'action directe. Je suis rentré du travail un jeudi après-midi pour trouver sa voiture dans mon allée. Elle avait utilisé la clé de rechange que ma mère avait depuis la soirée du dîner pour se laisser entrer, elle et Grégory, dans ma maison, ainsi qu'une amie architecte d'intérieur. Quand je suis entré, ils étaient dans mon salon, l'architecte dessinant sur un bloc-notes pendant que Rachel désignait diverses caractéristiques. Le mur entre le salon et le bureau pourrait être abattu pour créer un plus grand espace familial, disait-elle. Et à l'étage, la plus petite chambre ferait une parfaite chambre d'enfant avec un peu de peinture pastel. « Que faites-vous dans ma maison ?» ai-je demandé, luttant pour contenir ma colère. Rachel s'est retournée, n'ayant même pas la décence d'avoir l'air embarrassée. « Nous prenons juste quelques idées préliminaires pour quand nous emménagerons. Papa a dit que tu étais difficile, mais que tu finirais par céder. Sortez, ai-je dit doucement, un calme né d'une fureur absolue. Sortez maintenant. Ne sois pas dramatique, Christie, a interrompu Grégory, affalé sur mon canapé comme s'il en était le propriétaire. Nous sommes de la famille. Ton père pense. Je me fiche de ce que papa pense, ai-je interrompu. C'est ma maison,
acheté avec mon argent, rénové de mes mains. Aucun de vous n'a le droit d'être ici à planifier des rénovations. Partez maintenant ou j'appelle la police pour vous faire expulser pour violation de propriété. L'architecte, clairement mal à l'aise, a rapidement rassemblé ses affaires. Je ne savais pas. Je pensais que c'était déjà arrangé, a-t-elle marmonné en se dépêchant de sortir. Rachel est restée sur place, les joues rouges. Tu as toujours été égoïste, a-t-elle craché. Toujours à penser que tu es meilleur que tout le monde parce que tu travailles si dur. Certains d'entre nous ont eu de vraies difficultés, tu sais. J'ai failli rire de l'absurdité. De vraies difficultés? Papa a payé tes frais de scolarité, acheté ta première voiture, t'a donné la compte pour ton appartement. Avec quoi as-tu lutté exactement, Rachel? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être la fille dans cette famille, a-t-elle rétorqué. Les attentes, la pression d'être parfaite. Tu as pu disparaître dans ton travail et être la fille indépendante pendant que je devais être celle qui maintenait les liens familiaux, planifier les vacances, était là pour maman et papa. À ce moment-là, j'ai entrevu une perspective que je n'avais jamais envisagée, que Rachel ait pu subir sa propre forme de pression familiale, différente, mais peut-être non moins dommageable que la mienne. Mais toute empathie que j'aurais pu ressentir s'est évaporée avec ces mots suivants. Tu dois tout à cette famille. Après tout ce que maman et papa ont fait pour toi, le moins que tu puisses faire est d'aider quand nous en avons vraiment besoin. Je ne dois ma maison à personne, ai-je dit fermement. Et j'ai besoin que vous partiez maintenant. Après qu'il soit enfin parti, Rachel en larmes, Grégory furieux, j'ai changé les serrures le soir même. La confrontation m'a laissé tremblante, un mélange de rage et d'un deuil inattendu. Pour la première fois, je me dressais fermement contre la manipulation de ma famille. Et bien que cela semblait nécessaire, c'était aussi comme couper un lien vital, aussi dysfonctionnel soit-il. Le conflit familial a commencé à affecter mon travail, le seul domaine de ma vie qui avait toujours été un refuge. Lors d'une réunion cruciale sur un nouveau projet de développement, je me suis retrouvé à regarder fixement des feuilles de calcul, mon esprit rejouant les mots de Rachel et la déception de mon père. Mon partenaire commercial, Brandon, l'a immédiatement remarqué. Tu as lu la même page 3 fois, a-t-il observé après le départ des clients. Que se passe-t-il avec toi? Ça ne te ressemble pas, Christy. J'ai hésité, puis j'ai partagé la situation. Brandon a écouté sans interrompre, son expression devenant de plus en plus incrédule. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, a-t-il dit quand j'ai fini. Ton père veut que tu donnes ta maison à ta sœur, pas que tu la lui vendes, juste que tu la lui cèdes parce qu'elle est enceinte, et toute ta famille pense que c'est raisonnable. Entendre quelqu'un d'autre résumer la situation a mis en évidence son absurdité. En gros, oui. Brandon a secoué la tête. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille, ma grande. C'est comme ça que fonctionne l'exploitation. Son évaluation lucide était validante, mais elle ne résolvait pas mon problème immédiat. La semaine suivante, distraite par un autre appel en colère de mon père, j'ai mal lu une clause cruciale dans un contrat, engageant presque notre entreprise dans une perte financière importante. Brandon a attrapé l'erreur avant que les documents ne soient signés, mais le coup de semonce a été brutal. Cette situation familiale affecte ton jugement, a-t-il averti. Tu dois la résoudre ou prendre du recul temporairement. Nous ne pouvons pas nous permettre des erreurs comme celle-ci. Il avait raison, mais je n'avais aucune idée de comment résoudre un conflit où les autres parties croyaient que la seule solution acceptable était ma reddition complète. Le stress a commencé à se manifester physiquement, insomnie, maux de tête de tension, un nœud constant dans l'estomac. Pour la première fois de ma carrière, je me suis retrouvé à redouter le travail plutôt qu'à y trouver refuge. Le conflit a dépassé ma famille immédiate pour avoir un impact sur les relations d'affaires. Lors d'un événement de réseautage, j'ai entendu un investisseur potentiel mentionner à un autre promoteur, j'ai entendu dire que Christy a des problèmes familiaux, elle n'est peut-être pas assez stable pour le projet de Harrison Street. Les rumeurs commençaient à affecter ma réputation professionnelle, la seule chose que j'avais entièrement construite par moi-même. Au fil des semaines, la pression n'a pas diminué. Elle s'est transformée en quelque chose de plus insidieux. Plutôt que la confrontation directe, ma famille a commencé une campagne d'isolement. Des réunions de famille ont eu lieu sans que des invitations me soient adressées. Les plans de vacances ont été faits en m'excluant. Le message était clair, obéis ou sois exclu. 6 semaines après la demande initiale, j'ai reçu un texto de ma mère. S'il te plaît,
viens au déjeuner d'anniversaire des 80 ans de grand-père samedi. Il a spécifiquement demandé que tu sois là. Le message ressemblait à une branche d'olivier. Et malgré tout, mon grand-père me manquait. Il avait toujours été gentil avec moi, montrant un intérêt sincère pour mes projets de construction, même lorsque mon père les méprisait. Je suis arrivé chez mes parents samedi après-midi avec un cadeau soigneusement choisi pour grand-père, un livre vintage sur l'architecture de Boston que j'avais trouvé dans une boutique spécialisée. L'atmosphère semblait artificiellement joyeuse en entrant, les conversations s'interrompant brièvement avant de reprendre avec une gaieté forcée. Mon grand-père m'a accueilli chaleureusement avec une poignée de main ferme qui démentait son âge. « Voilà ma bâtisseuse », a-t-il dit affectueusement. « Ta grand-mère aurait adoré voir ce que tu as fait de cette vieille victorienne. » Pendant un moment, je me suis détendu, pensant que ce rassemblement pourrait être un pas vers la guérison de la rupture familiale. Cette illusion s'est brisée pendant le déjeuner lorsque mon père a fait teinter son verre pour attirer l'attention. « Puisque nous avons toute la famille réunie, a-t-il annoncé, je pense que nous devrions aborder l'éléphant dans la pièce. Comme vous le savez tous, Rachel et Grégory attendent leur premier enfant, le premier arrière-petit-enfant pour papa. » Il a hoché la tête en direction de mon grand-père. « Ils ont besoin d'une maison familiale, et Christy a une maison de 5 chambres dont elle n'a pas besoin. » Mon estomac s'est noué en réalisant que la réunion de famille était en fait une embuscade. Autour de la table, tante, oncle et cousins hochaient la tête en signe d'accord. Mon grand-père avait l'air confus, n'ayant clairement pas été informé de ce conflit familial au préalable. « Nous avons donné à Christy le temps de prendre la bonne décision par elle-même, a poursuivi mon père. Mais avec l'arrivée du bébé dans quelques mois seulement, nous avons besoin d'une résolution. Je pense qu'elle a besoin d'entendre de nous tous à quel point le soutien familial est important dans des moments comme ceux-ci. » Ce qui a suivi a été une intervention soigneusement orchestrée. Un par un, les membres de la famille ont exprimé leur déception face à mon égoïsme et m'ont exhorté à faire ce qu'il fallait. Mon oncle Robert a parlé des sacrifices qu'il avait faits pour la famille. Tante Suzanne a invoqué ma défunte grand-mère, suggérant qu'elle aurait honte de mon comportement. Même mes jeunes cousins avaient clairement été briefés pour me demander pourquoi je ne voulais pas que le nouveau bébé ait une belle maison. Tout au long de ce barrage, je suis restée silencieuse, un étrange calme s'installant en moi alors que je reconnaissais toute l'étendue de la manipulation. Ma mère regardait anxieusement, essayant occasionnellement d'adoucir les commentaires les plus durs, mais sans jamais me défendre réellement. Rachel était assise, les mains posées de manière protectrice sur son ventre légèrement arrondi, des larmes coulant sur son visage pour un effet maximal. Quand tout le monde a eu parlé, mon père a porté ce qu'il considérait clairement comme le coup de grâce. « Christy, il est temps de décider ce qui compte le plus pour toi, une maison ou ta famille. Parce que je peux te le dire tout de suite, si tu continues à refuser d'aider ta sœur dans le besoin, tu choisis de ne plus faire partie de cette famille. » La table est devenue silencieuse, tous les yeux rivés sur moi. À ce moment-là, j'ai ressenti une étrange clarté. Les gens autour de cette table prétendaient être une famille. Pourtant, aucun d'entre eux, pas même ma mère, n'avait considéré ce que cette demande pouvait signifier pour moi, ce que cela pouvait faire d'être prié de renoncer au symbole tangible de mon travail acharné et de mon indépendance. Je me suis levé lentement, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai sans l'aide d'aucun d'entre vous. Ma maison représente des années de sacrifices et d'efforts. Je ne l'abandonnerai pas parce que Rachel n'a pas réussi à planifier son avenir. Je me suis tourné vers mon grand-père, un regret sincère dans la voix. Je suis désolé que cela ait éclipsé ton anniversaire, grand-père. Je t'aime. Puis je suis sorti, ignorant l'éruption de voix derrière moi. Dans ma voiture, mon sang-froid s'est effondré. Les larmes brouillaient ma vision alors que je m'éloignais de la maison où j'avais grandi, ayant l'impression de venir de rompre mon dernier lien avec ma famille. Le trajet du retour s'est déroulé dans un brouillard de chagrin et de colère. Ce soir-là a été le point le plus bas. Seul dans la maison que j'avais si durement combattue pour créer et que je me battais maintenant pour garder, j'ai tout remis en question. Étais-je égoïste? Une maison, même une qui signifiait tant pour moi, valait-elle la peine de perdre toute ma famille? Le doute était paralysant, amplifiant le silence de ma maison vide jusqu'à ce qu'elle ressemble moins à un sanctuaire qu'à une prison que j'avais moi-même construite. Vers minuit, désespéré de trouver un lien avec quelqu'un qui pourrait comprendre, j'ai appelé ma cousine Elisa. Contrairement au reste de la famille, elle n'avait pas assisté au déjeuner embuscade, ayant déménagé à Seattle pour le travail 2 ans plus tôt.
Nous nous étions toujours bien entendus, nous lions d'amitié sur le fait d'être un peu en dehors du cercle intime de la famille, moi à cause de l'indifférence de mon père, elle à cause de la distance géographique. Il ne s'agit pas seulement de la maison, n'est-ce pas, a-t-elle demandé après que j'ai expliqué la situation. Il s'agit de n'avoir jamais été assez bien aux yeux de l'oncle Marcus. Exactement, ai-je admis, soulagé que quelqu'un comprenne enfin. Si je cède sur ce point, j'efface tout ce que j'ai construit pour moi-même. Mais me battre signifie perdre ma famille. Il y a eu une longue pause avant qu'Elisa ne reprenne la parole, sa voix hésitante. Christy, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Ça n'aidera peut-être pas ta décision, mais j'ai entendu des choses au fil des ans sur tante Evelyne et oncle Marcus. Quel genre de choses, ai-je demandé, soudainement alerte. Ce ne sont que des ragots de famille, attention, mais ma mère m'a dit un jour que tante Evelyne avait eu une liaison avant la naissance de Rachel avec un petit ami de l'université qui était brièvement revenu dans sa vie. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Tu veux dire que Rachel pourrait ne pas être la fille biologique de papa? Je ne sais pas avec certitude, a prévenu Elisa. Mais le timing a toujours semblé suspect à maman. Et n'as-tu jamais remarqué que Rachel ne ressemble pas vraiment à oncle Marcus? Elle n'a aucune des caractéristiques des Wilson que le reste d'entre nous partage. Maintenant qu'Elisa le mentionnait, c'était vrai. Rachel n'avait jamais ressemblé à notre père ni à aucun des parents Wilson. J'avais toujours supposé qu'elle tenait simplement du côté de notre mère. Mais même là, la ressemblance n'était pas frappante. Cela pourrait expliquer tellement de choses, ai-je dit lentement, mon esprit parcourant les souvenirs avec ce nouvel éclairage. La façon dont papa a toujours surcompensé avec Rachel, le traitement différent. Peut-être qu'il a passé 28 ans à essayer de se prouver qu'elle est vraiment sa fille en l'aimant davantage, a suggéré Elisa. Ou peut-être qu'il connaît la vérité et a essayé de compenser. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas à toi de porter ce fardeau, Christy. Après avoir raccroché, je n'ai pas pu dormir, mon esprit tourbillonnant avec cette révélation potentielle. Cela pouvait-il expliquer une vie de traitement différentiel? Le favoritisme de mon père envers Rachel était-il une compensation élaborée pour des doutes privés sur sa paternité? Le lendemain matin, j'ai commencé à enquêter discrètement. J'ai trouvé de vieux albums de photos de famille, étudiant les traits de Rachel par rapport aux parents des deux côtés. Plus je regardais, plus les divergences devenaient évidentes. Rachel avait les yeux noisettes dans une famille de personnes aux yeux bleus. Son nez et sa mâchoire ne correspondaient ni à la famille de notre père ni à celle de notre mère. J'ai envisagé de confronter mes parents directement, mais j'ai craint le potentiel explosif de telles accusations sans preuve. Au lieu de cela, j'ai fait des recherches sur les options de test ADN. Le défi serait d'obtenir des échantillons sans éveiller les soupçons, surtout compte tenu de la rupture familiale actuelle. L'occasion s'est présentée de manière inattendue lorsque ma mère a appelé une semaine plus tard, sa voix conciliante. Ton père a été trop dur au déjeuner, a-t-elle admis. Nous voulons tous trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Pourrais-tu venir prendre un café? Juste toi et moi. Malgré ma lassitude, j'ai accepté. Pendant la visite inconfortable, j'ai réussi à collecter ce dont j'avais besoin. Un cheveu de la brosse de mon père dans la salle de bain, un mouchoir que ma mère a jeté, et plus tard, sous prétexte de réconciliation, une tasse de café que Rachel avait utilisée lorsqu'elle est passée à l'improviste pendant ma visite. Les 3 semaines d'attente des résultats ADN ont été angoissantes. Je me suis jeté dans le travail, essayant de réparer les dommages que ma distraction avait causés au projet et aux relations. Brandon a remarqué le changement dans ma concentration, mais n'a pas demandé de détails, offrant simplement son soutien. Quoi que tu traverses, je te soutiens, a-t-il dit un soir alors que nous examinions les plans d'un nouveau développement. Quand la notification par email est finalement arrivée avec les résultats du test ADN, ma main tremblait en cliquant pour l'ouvrir. Le langage scientifique était complexe, mais la conclusion était sans équivoque. Sur la base des marqueurs génétiques analysés, Rachel et moi partagions l'ADN maternel, mais pas paternel. Rachel était ma demi-sœur, pas la fille biologique de mon père. La vérité que je possédais maintenant me semblait à la fois libératrice et terrifiante. Elle expliquait tant de choses sur mon enfance, sur le favoritisme inexplicable qui avait façonné mon estime de moi. Pourtant, manier cette information venait avec une énorme responsabilité. Ce n'était pas seulement ma vérité à révéler, elle aurait un impact sur plusieurs vies, détruisant potentiellement complètement la famille. Je suis resté seul dans mon bureau longtemps après que tout le monde soit parti, luttant avec ce que je devais faire ensuite.
La maison qui avait été le catalyseur de ce conflit semblait maintenant presque secondaire par rapport à la vérité plus vaste que j'avais découverte. Quelle que soit ma décision, il n'y aurait pas de retour à la dynamique familiale que j'avais connue toute ma vie. Tout allait changer. Pendant une semaine, j'ai porté le poids des résultats du test ADN, incertaine de la marche à suivre. Finalement, j'ai contacté Brandon, non seulement en tant que partenaire commercial, mais aussi comme la chose la plus proche que j'avais d'un ami de confiance. J'ai besoin de ton point de vue sur quelque chose de personnel, ai-je dit, en expliquant la situation et en lui montrant les résultats du test. Je connais la vérité maintenant, mais je ne sais pas quoi en faire. Brandon a réfléchi attentivement avant de répondre. Cela explique beaucoup de choses, mais c'est une information explosive. Si tu l'utilises juste pour gagner la dispute sur la maison, tu détruiras complètement ta famille. Est-ce ce que tu veux? Sa question m'a forcé à examiner mes véritables motivations. Cherchais-je la justice pour des années de traitement injuste, ou cherchais-je une option nucléaire pour mettre fin au conflit de la maison? Aucune des deux approches ne me semblait juste. Je pense que j'ai besoin d'une aide professionnelle pour ça, ai-je admis. Sur la recommandation de Brandon, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Patricia Winters, une thérapeute familiale. Lors de notre première séance, j'ai exposé toute la situation. Le favoritisme de toute une vie, la demande de la maison et la découverte de l'ADN. Quel est votre objectif ici, Christy, a-t-elle demandé. La vengeance, la justice, la résolution? J'ai sérieusement réfléchi à sa question. Je veux que la pression concernant ma maison cesse. Mais je veux aussi. Je suppose que je veux comprendre. Toutes ces années, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, quelque chose qui me rendait impossible à aimer pour mon père. Si c'est pour ça qu'il a favorisé Rachel, au moins je saurais que ce n'était pas de ma faute. Le docteur Winters m'a aidé à développer une stratégie de confrontation qui ne serait pas purement destructive. Cette révélation sera traumatisante pour toutes les personnes impliquées, a-t-elle prévenu. Si vous choisissez de la partager, faites-le avec soin pour les êtres humains qui seront affectés, y compris vous-même. Suivant ses conseils, j'ai organisé une réunion dans un lieu neutre, une salle privée dans un restaurant que j'utilisais occasionnellement pour des réunions d'affaires. J'ai invité seulement mes parents et Rachel, leur disant que je voulais discuter d'un compromis sur la situation de la maison. À ma surprise, ils ont accepté volontiers, pensant peut-être que je capitulais enfin à leur demande. Lorsque nous nous sommes réunis ce soir-là, la tension était immédiate. Mon père arborait une expression de satisfaction suffisante, s'attendant clairement à ce que je me rende. Rachel avait l'air nerveuse mais pleine d'espoir. L'anxiété de ma mère était palpable alors qu'elle tripotait sa serviette. Merci d'être venu, ai-je commencé formellement. Avant de discuter de la maison, il y a certaines choses que je dois dire sur notre dynamique familiale. Mon père a immédiatement essayé de prendre le contrôle. Nous ne sommes pas ici pour discuter de sentiments, Christy. Nous sommes ici pour des questions pratiques. Le besoin de Rachel d'une maison familiale. C'est pertinent, ai-je insisté fermement. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, il y a eu un favoritisme évident dans notre famille. Rachel a reçu un soutien émotionnel et financier qui ne m'a jamais été offert. J'ai passé des années à penser qu'il y avait quelque chose de fondamentalement impossible à aimer en moi qui expliquait cette différence. C'est ridicule, a raillé mon père. Nous vous avons traités toutes les deux de la même manière. Non, Marcus, nous ne l'avons pas fait, a interrompu ma mère doucement, nous surprenant tous. Christy a raison sur ce point. Mon père s'est tourné vers elle, la colère fulgurant sur son visage. De quel côté es-tu, Evelyne? Je ne prends pas parti, a-t-elle répondu, un tremblement dans la voix. Mais je ne peux pas rester ici et prétendre que nous n'avons pas favorisé Rachel. Nous l'avons fait. Nous l'avons toujours fait. Rachel regardait entre nos parents, la confusion évidente. De quoi parlez-vous? Papa a toujours été dur avec nous deux. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que nous avions atteint le point de non-retour. Je crois avoir découvert pourquoi la différence de traitement existait. J'ai placé une enveloppe scellée sur la table. À l'intérieur se trouvent les résultats d'un test ADN comparant les marqueurs génétiques entre Rachel, moi-même, maman et papa. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le visage de ma mère a perdu toute couleur, sa main volant à sa bouche. L'expression de mon père est passée de la colère à quelque chose d'illisible. Rachel avait juste l'air confuse.
De quoi parles-tu, a-t-elle demandé. Quel test ADN? Plutôt que de répondre directement, j'ai continué calmement. Le test montre que si Rachel et moi partageons l'ADN maternel, nous ne partageons pas le même père. Rachel n'est pas biologiquement la fille de papa. L'explosion que j'attendais de mon père n'est pas venue. Au lieu de cela, il est resté complètement immobile, fixant l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. C'est ma mère qui a réagi, un son bas et plaintif s'échappant d'elle alors qu'elle se couvrait le visage des deux mains. Rachel s'est jetée sur l'enveloppe, l'a déchirée et a parcouru le contenu avec des mouvements de plus en plus frénétiques. C'est de la folie, a-t-elle dit, la voix s'élevant. Tu inventes ça parce que tu ne veux pas me donner ta maison. C'est une blague de mauvais goût. Ce n'est pas une blague, ai-je dit doucement. J'ai fait faire les tests dans un laboratoire réputé. Les résultats sont clairs. Rachel s'est tournée vers notre mère, qui ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Maman, dis-lui que c'est faux. Dis-lui que papa est mon père. Le silence prolongé de notre mère était plus accablant que n'importe quelle confession. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine audible. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais pensé. Je n'ai jamais imaginé que quelqu'un le découvrirait. Mon père s'est soudainement levé, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Sans un mot, il est sorti du restaurant, nous laissant toutes les trois dans un silence stupéfait. Le choc de Rachel s'est transformé en rage alors que la réalité s'installait. Comment as-tu pu? A-t-elle crié à notre mère. Toute ma vie a été un mensonge. Qui est mon vrai père? Sait-il que j'existe? Ma mère semblait s'effondrer sur elle-même. Des décennies de secrets soudainement exposés. Il s'appelait Alan Mercer. Nous sortions ensemble à l'université avant que je rencontre ton père. Il est revenu brièvement dans ma vie quand Christy était petite. C'était une erreur. Une terrible erreur. Est-ce que papa le sait? Ai-je demandé, soudainement incertaine. Le manque d'explosion de mon père suggérait que cela n'avait peut-être pas été la révélation que j'attendais. Il s'en doutait, a admis ma mère. Quand Rachel est née, il y a eu des commentaires de la famille sur le peu qu'elle ressemblait à Marcus. Nous n'avons jamais fait de test, mais je pense qu'il l'a toujours su à un certain niveau. Rachel pleurait ouvertement maintenant. Ses émotions de grossesse la submergeant. Alors toute ma vie, la façon dont papa m'a choyé, s'est assuré que j'avais tout, n'était que culpabilité et compensation. Il t'aime, a insisté ma mère, tendant la main vers celle de Rachel, qu'elle a retirée brusquement. Quelle que soit la biologie, il t'a élevé, il a choisi d'être ton père de toutes les manières qui comptent. La révélation avait accompli ce que je voulais, déplaçant entièrement l'attention de ma maison. Mais je ne ressentais aucun triomphe, seulement une profonde tristesse pour la toile de secret et de compensation qui avait façonné toutes nos vies. Rachel, toujours en larmes, a rassemblé ses affaires et est partie pour retrouver mon père. Ma mère est restée, l'air soudainement plus âgé et incroyablement fatigué. Je n'ai jamais voulu blesser personne, a-t-elle dit doucement. Je pensais protéger ma famille en gardant le secret. Mais le secret nous a quand même blessés, ai-je répondu. Il a créé une dynamique qui m'a fait me sentir sans valeur pendant des décennies. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Je sais. Et j'ai laissé faire parce que j'avais peur que si je m'opposais trop au favoritisme de Marcus, il pourrait commencer à se demander pourquoi il ressentait le besoin de surcompenser avec Rachel. Je vous ai laissé tomber toutes les deux. Je suis tellement désolé, Christy. À ce moment-là, en regardant ma mère brisée, je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement la reconnaissance creuse que la vérité, bien que nécessaire, était rarement indolore. Les suites de la révélation ont été, comme on pouvait s'y attendre, chaotiques. Mon père a disparu pendant 3 jours, ne répondant ni aux appels ni aux textos de personne. Ma mère a déménagé temporairement chez sa sœur, incapable d'affronter la maison vide ou le retour potentiel de mon père. Rachel, selon les textos de ma mère, s'était barricadée dans son appartement, refusant de voir qui que ce soit, y compris Grégory. Je me suis jeté dans le travail, le refuge familier des plans et des contrats, offrant une certaine stabilité au milieu du tremblement de terre émotionnel que j'avais déclenché. Brandon a respecté ma vie privée mais s'est assuré que nos collègues me protégeaient du stress inutile. Quoi qu'il se passe dans ta vie personnelle, nous nous occupons des affaires, m'a-t-il assuré. Prends l'espace dont tu as besoin. Une semaine s'est écoulée sans contact de mon père ou de Rachel. Ma mère appelait tous les jours,
alternant entre des excuses larmoyantes pour le passé et des questions anxieuses pour savoir si j'avais des nouvelles des autres. J'ai commencé à me demander si j'avais détruit ma famille de façon permanente dans ma quête de vérité et d'équité. Le mercredi soir suivant, je suis rentré à la maison pour trouver la voiture de mon père dans mon allée. Il était assis sur les marches de mon Porsche, l'air plus âgé et plus vulnérable que je ne l'avais jamais vu. Son apparence normalement impeccable était débraillée, non rasée, portant les mêmes vêtements qu'il avait au restaurant une semaine plus tôt. « On peut parler ?» a-t-il demandé simplement quand je me suis approché. À l'intérieur, je lui ai offert un café, qu'il a accepté avec gratitude, en roulant ses mains autour de la tasse comme pour chercher de la chaleur malgré la soirée douce. Pendant plusieurs minutes, nous sommes restés assis dans un silence inconfortable. Le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir était le seul son. « Je sais depuis la naissance de Rachel », a-t-il finalement dit, sa voix rauque. Pas avec une certitude scientifique, mais dans mes tripes. Elle n'avait aucune des caractéristiques de ma famille. Le moment de sa conception coïncidait avec un voyage d'affaires que j'ai fait. Il y avait des signes. J'ai écouté sans interrompre, stupéfaite par sa franchise. Après une vie de distance émotionnelle, j'ai pris la décision alors de ne jamais le remettre en question officiellement, de l'élever comme la mienne. Mais le doute était toujours là, me rongeant. Je pense que j'ai surcompensé avec Rachel parce que j'essayais constamment de me convaincre qu'elle était vraiment à moi, que si je l'aimais assez, que j'investissais assez en elle, cela rendrait en quelque sorte la biologie sans importance. Il a pris une respiration tremblante avant de continuer. Ce que je n'ai pas réalisé, ou peut-être que je ne me suis pas permis de voir, c'est que ma surcompensation avec Rachel s'est faite à tes dépens. Chaque fois que je lui accordais un traitement de faveur, je te privais de quelque chose. La reconnaissance que j'avais attendue toute ma vie a eu moins d'impact que je ne l'avais imaginé. Peut-être parce qu'elle est arrivée trop tard, ou peut-être parce que comprendre la raison n'effaçait pas les décennies de sentiments d'inadéquation. Pourquoi as-tu exigé que je lui donne ma maison? Ai-je demandé, la question qui avait déclenché tout ce douloureux voyage. Mon père avait l'air sincèrement perplexe. Je ne sais pas. C'était irrationnel, n'est-ce pas? Peut-être qu'après toutes ces années à tout donner à Rachel, c'est devenu une habitude que je ne pouvais pas briser. Ou peut-être, a-t-il fait une pause, semblant considérer quelque chose pour la première fois. Peut-être que j'étais jaloux de ce que tu as construit entièrement par toi-même. Cette maison, ton entreprise, tu as tout fait sans mon aide, ce qui prouve que tu n'as jamais eu besoin de moi du tout. La vulnérabilité de cet aveu était si inattendue que je ne savais pas comment répondre. Mon père, la figure imposante dont j'avais cherché l'approbation toute ma vie, admettait sa jalousie et son insécurité face à mon indépendance. J'avais besoin de toi, ai-je dit doucement. Pas de ton argent ou de tes relations, juste de ta confiance en moi, de ta reconnaissance. Il a hoché la tête lentement, les yeux brillants de larmes non versées. Je n'ai jamais dit ça avant, Christy, et j'aurais dû. Je suis fier de toi. Ce que tu as accompli par ton propre travail acharné et ta détermination est remarquable. J'ai eu tort de le mépriser, tort de te demander de l'abandonner, tort de te traiter comme moins importante que ta sœur toute ta vie. Je n'attends pas de pardon, mais j'avais besoin que tu l'entendes. Ce n'étaient pas des excuses parfaites. Cela n'effaçait pas le passé ni ne guérissait toutes les blessures, mais c'était honnête d'une manière que mon père n'avait jamais été avec moi auparavant. C'était un début. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Avec la famille, avec Rachel? Je ne sais pas, a-t-il admis. Ta mère et moi avons beaucoup de choses à régler. Quant à Rachel, a-t-il soupiré lourdement. Elle est dévastée. Découvrir la vérité a ébranlé tout son sens de l'identité. Elle a besoin de temps. 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto de Rachel me demandant si nous pouvions déjeuner ensemble. Nous avons choisi un café tranquille à mi-chemin entre nos maisons. Quand elle est arrivée, les changements physiques étaient frappants, des cernes sous les yeux, les cheveux tirés en arrière négligemment, pas de maquillage soigné habituel. La grossesse était plus visible maintenant, son pull ample ne dissimulant pas tout à fait son ventre arrondi. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle commencé après que nous ayons commandé, à la façon dont nous avons été traités différemment en grandissant. J'ai toujours pensé que c'était parce que j'étais en quelque sorte meilleure, plus intelligente, plus charmante, plus aimable. Ça a nourri mon ego, mais tout était basé sur la culpabilité et l'insécurité de papa. Ce n'était pas de ta faute, ai-je offert. Tu n'as pas créé la dynamique. Non, mais j'en ai profité,
a-t-elle reconnu. Et je ne l'ai jamais remise en question ni pris ta défense quand papa était injuste. J'ai juste accepté le traitement préférentiel comme mon dû. Elle a tordu sa serviette nerveusement. L'histoire de la maison s'était complètement déplacée. Je le vois maintenant. Le droit que je ressentais. C'est embarrassant. Qui est Alan Mercer, ai-je demandé, la question qui me taraudait depuis la révélation. As-tu essayé de le retrouver? Rachel a hoché la tête. Maman m'a donné ses coordonnées. Il vit dans le Colorado maintenant, marié avec 2 enfants adultes. Je ne l'ai pas encore contacté. Je ne suis pas sûr d'être prête. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai, ai-je dit, sincèrement. Le test ADN avait révélé que nous étions des demi-sœurs, mais à bien des égards, cette réalité biologique semblait plus honnête que la dynamique familiale fabriquée dans laquelle nous avions grandi. Je suis désolé pour la maison, a-t-elle dit après une pause. Grégory et moi avons cherché des appartements que nous pouvons réellement nous permettre. C'est un retour à la réalité, mais peut-être un dont nous avions besoin. La conversation a marqué un tournant dans notre relation, la première fois que nous parlions d'égal à égal plutôt que comme des concurrentes pour l'approbation de notre père. Avant de nous séparer, j'ai fait une offre. Je pensais ce que j'ai dit avant sur le fait de t'aider à trouver un logement. Pas ma maison, mais j'ai des relations dans l'immobilier, des connaissances sur les quartiers avec de bonnes écoles. Laisse-moi aider d'une manière qui a du sens. Son sourire reconnaissant a semblé être le début d'un nouveau type de relation fraternelle, basée sur le respect mutuel plutôt que sur le ressentiment et la compétition. Le problème de la maison étant résolu, je suis retourné à mon entreprise avec une concentration et une énergie renouvelées. Le projet qui avait souffert pendant la crise familiale, un développement à usage mixte dans un quartier historiquement significatif, est devenu ma priorité. J'ai redessiné des éléments pour mieux honorer le patrimoine architectural de la région tout en créant des logements abordables aux côtés d'appartements de luxe. Le concept était suffisamment innovant pour attirer l'attention des médias locaux et des publications de l'industrie. C'est ton meilleur travail, a commenté Brandon alors que nous examinions les plans finalisés. Quoi que tu aies traversé ces derniers mois, ça a transformé ton approche. Il avait raison. L'expérience avait changé quelque chose de fondamental en moi. Le poids de la recherche de l'approbation de mon père étant enfin levé, je me suis retrouvé à concevoir des espaces non pas pour prouver ma valeur, mais pour créer quelque chose de significatif. Le développement, que nous avons nommé Wilson Héritage Commun en l'honneur de mon grand-père, est devenu un projet phare qui a élevé la réputation de notre entreprise. Lorsque le projet a démarré 2 mois plus tard, j'ai invité ma famille à la cérémonie. À ma surprise, ils sont tous venus. Mes parents, se tenant un peu maladroitement l'un à côté de l'autre, mais faisant un effort. Rachel et Grégory, sa grossesse maintenant visiblement avancée. Même mon grand-père, rayonnant de fierté de voir son nom sur le projet. Tu as construit quelque chose de remarquable ici, a dit mon père après les discours et les séances de photos. Pas seulement les bâtiments, mais la vision qui les sous-tend. Le compliment, donné librement sans manipulation ni arrière-pensée, signifiait plus que toute l'approbation que j'avais cherchée pendant des décennies. 1 an après la confrontation qui a révélé notre secret de famille, nous nous sommes réunis chez moi pour le dîner de Thanksgiving. La dynamique était nettement différente de toute réunion de famille précédente. Mes parents avaient passé 6 mois en thérapie de couple, reconstruisant lentement leur relation sur des bases plus honnêtes. Ils sont arrivés ensemble, mais avec une nouvelle prudence dans leurs interactions, les suppositions confortables d'un mariage de 35 ans remplacées par les efforts conscients de personnes choisissant de rester connectées malgré des vérités difficiles. Rachel et Grégory sont venus avec Emma, âgée de 4 mois, qui avait les yeux de sa mère et le menton de son père. Un nouveau départ génétique, sans lien avec le passé compliqué de notre famille. Ils avaient emménagé dans une modeste maison de ville de 3 chambres que je les avais aidés à trouver dans un bon district scolaire, que Grégory avait réussi à se payer en prenant un 2e emploi et en s'attaquant enfin à sa dépendance au jeu. Elle est magnifique, ai-je dit en tenant ma nièce pendant que Rachel préparait son biberon. Le bébé a gargouillé et a attrapé ma cravate, ses petits doigts étonnamment forts. Nous pensons faire venir Alan le mois prochain, a dit Rachel, se référant à son père biologique avec qui elle avait établi un contact prudent par email 3 mois plus tôt. Il est curieux de connaître Emma, sa première petite fille. C'est étrange, mais pas entièrement inconfortable. Mon père, entendant cela, n'a montré aucun signe de la jalousie ou de la possessivité qui aurait caractérisé sa réaction 1 an plus tôt. Au lieu de cela, il a hoché la tête pensivement.
Je pense que c'est approprié. Emma devrait connaître tout son héritage. Cette simple reconnaissance de la réalité plutôt que de s'accrocher aux apparences a marqué le chemin qu'il avait parcouru. Notre relation avait également évolué. Nous n'aurions jamais le lien père-fils sans effort que j'avais envié chez des amis. Mais nous avions développé quelque chose de peut-être plus précieux. Une relation basée sur une communication honnête et un respect mutuel plutôt que sur la performance et la recherche d'approbation. Professionnellement, l'année avait apporté une croissance significative. Wilson Héritage Commons avait remporté un prestigieux prix d'architecture pour le développement soucieux de la communauté, et notre entreprise s'était développée, prenant en charge des projets plus importants avec un accent sur la création d'espaces qui équilibraient la valeur esthétique et les besoins humains. Brandon et moi étions devenus des partenaires égaux dans tous les sens du terme, nos forces complémentaires créant une entreprise plus grande que ce que l'un ou l'autre d'entre nous aurait pu construire seul. Ma vie personnelle s'était également élargie au-delà du travail. Grâce à un projet de bénévolat communautaire lié à notre développement, j'avais rencontré Nathalie, une urbaniste à l'esprit vif et au rire chaleureux qui me mettait au défi et me soutenait à parts égales. Notre relation était encore nouvelle, mais construite sur une base d'honnêteté sur nos passés et nos espoirs pour l'avenir. La thérapie que j'avais commencée pendant la crise familiale s'était poursuivie, m'aidant à traiter non seulement le traumatisme immédiat de la révélation, mais aussi les blessures plus profondes de mon enfance. Le docteur Winters m'avait guidé pour reconnaître les schémas formés en réponse au retrait émotionnel de mon père, mon addiction au travail, ma difficulté à faire confiance à l'appréciation des autres, ma tendance à prouver ma valeur par la réussite plutôt que par la connexion. La véritable mesure de la guérison, m'a-t-elle dit lors d'une de nos séances, n'est pas d'oublier la douleur, mais de constater qu'elle ne contrôle plus vos choix. Ce Thanksgiving, en regardant ma famille imparfaite mais honnêtement connectée, j'ai reconnu la vérité dans ces mots. La douleur de mon enfance n'avait pas disparu, mais elle ne dictait plus mon sentiment d'estime de soi ni ma capacité à nouer des relations. Après le dîner, alors que tout le monde se rassemblait dans le salon avec du café et du dessert, mon père a demandé s'il pouvait parler. L'année écoulée a été la plus difficile et la plus éclairante de ma vie, a-t-il commencé, sa voix stable mais émotive. J'ai dû faire face à des vérités difficiles sur moi-même. Comment mes propres insécurités et mes peurs ont façonné la façon dont je vous ai élevés toutes les deux. Il a regardé de Rachel à moi. Je ne peux pas effacer le passé, mais je suis reconnaissant d'avoir la chance de construire quelque chose de plus authentique à l'avenir. Ma mère, assise à côté de lui, lui a pris la main. Nous le sommes tous les deux, a-t-elle ajouté doucement. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, je me suis retrouvé seul dans la cuisine avec mon grand-père. À 81 ans, il restait vif et observateur, le témoin familial qui avait tout vu mais peu parlé. Tu sais, a-t-il dit, m'aidant à charger le lave-vaisselle malgré mes protestations, ta grand-mère s'est toujours inquiétée pour toi. Elle a vu comment Marcus te traitait différemment, et ça l'a troublé profondément. Elle serait fière de la femme que tu es devenue, non pas à cause de ton succès, bien que ce soit impressionnant, mais à cause de ton intégrité. Tu as fait face à une vérité difficile et tu l'as utilisée pour guérir plutôt que pour blesser. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. J'ai failli l'utiliser comme une arme, ai-je admis. Quand j'ai découvert la vérité pour la première fois, une partie de moi voulait se venger de toutes ces années à me sentir inférieur. Mais tu ne l'as pas fait, a-t-il souligné. Tu as trouvé un moyen de briser le cycle au lieu de le perpétuer. C'est ça, la vraie force, Christy. Alors que les derniers invités partaient et que je me tenais seul dans ma maison, la maison qui était devenue le catalyseur improbable de la transformation de notre famille, j'ai réfléchi au parcours de l'année écoulée. La victorienne de 5 chambres que mon père avait exigé que je cède était devenue quelque chose de différent de ce que j'avais initialement prévu. Pas seulement une vitrine de mes capacités professionnelles ou un symbole de mon indépendance, mais un lieu de rassemblement pour une famille apprenant à se connecter de manière plus saine. La vérité qui avait semblé si dévastatrice lors de sa révélation avait finalement été libératrice. En comprenant les véritables dynamiques qui avaient façonné notre famille, nous avions tous été libérés des rôles que nous jouions inconsciemment toute notre vie. Mon père de son favoritisme compensatoire, ma mère de son fardeau de secret, Rachel de son sentiment de supériorité et de droit, et moi de ma quête désespérée d'une approbation que je ne pouvais jamais obtenir. La leçon la plus profonde que j'avais apprise était que l'estime de soi ne pouvait jamais vraiment provenir de la validation des autres. L'approbation de mon père, que j'avais cherché si désespérément pendant des décennies, ne pouvait pas combler le vide que sa distance émotionnelle avait créé. La vraie sécurité venait de l'intérieur,
de la connaissance de mes propres valeurs et de la vie en accord avec elles. De la création de sens à travers un travail qui comptait, de la formation de liens basés sur l'authenticité plutôt que sur la performance. La maison qui avait failli déchirer ma famille était devenue, ironiquement, l'endroit où nous avons commencé à reconstruire, non pas par la reddition ou la demande, mais par la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et le choix de dépasser les anciens schémas pour créer quelque chose de nouveau et de plus authentique. En éteignant les lumières et en fermant pour la nuit, j'ai ressenti un contentement tranquille qui n'avait rien à voir avec le succès matériel ou l'approbation familiale. Il venait de la connaissance que j'avais fait face à l'un des défis les plus difficiles de la vie, confronter des vérités familiales douloureuses, et que j'en étais sorti non pas amer, mais plus entière. Votre famille a-t-elle déjà attendu de vous que vous fassiez des sacrifices déraisonnables parce que, nous sommes une famille? Comment avez-vous géré la situation? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si ce parcours a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'expériences de la vie réelle. N'oubliez pas, parfois les vérités les plus difficiles mènent à la plus grande liberté. Merci d'avoir écouté mon histoire et puissiez-vous trouver le courage d'affronter vos propres vérités avec compassion et force.